En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public qui coûte au total 3,7 milliards d'euros par an. Mais ce n'est pas suffisant. Et parce que ce n'est pas suffisant, le gouvernement envisage d'étendre la redevance à tous, y compris ceux qui n'écoutent pas Radio France, y compris ceux qui n'ont pas de télé. Et à tout cela, il faut ajouter encore le financement par les contribuables de 400 millions d'euros pour la presse classique, pour la presse mainstream, sans compter les aides postales, sans compter les aides fiscales, sans compter les petits arrangements. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. L'année 2018 aura été l'année de toutes les censures. La présidente de France Télévisions continue de discriminer ouvertement les professionnels en raison de leur âge, de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur orientation sexuelle. Le service public établit les listes noires des personnalités par centaines qui sont interdites d'antenne. Le dernier exemple en date étant Éric Zemmour, boycotté en raison d'un livre qui est numéro 1 des ventes. Avec notre argent, la presse partisane crache sur tout ce qui ne représente pas le prétendu camp des progressistes. La propagande se déverse, les médias fake news, les médias mensongers nous submergent. Partout, le sectarisme s'impose. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. TVL, ce sont des milliers d'intellectuels et de responsables associatifs et culturels qui s'expriment en toute liberté. Ce sont des dizaines d'émissions, un nouveau site, un fil d'actualité en continu, la création de films documentaires et la bourse aux jeunes talents. TVL, c'est l'assurance d'entendre le camp des défenseurs de l'esprit français et de suivre les élections européennes en France, sans filtre. TV Liberté est un projet audiovisuel ambitieux. Il contourne la censure, il fait reculer les menteurs et il fait avancer la liberté d'expression. Grâce à vous, TVL avance et vous libère des chaînes qui cherchent à emprisonner les Français. Le terrorisme intellectuel recule en Pologne, en Autriche, en Hongrie et aussi en Italie. Les peuples refusent de se soumettre aux diktats, aux injonctions médiatiques comme ce fut le cas au Brésil. Partout, ils redeviennent maîtres chez eux. Demain, en France aussi. Sans publicité, sans subvention, c'est bien sûr sur vous et rien que sur vous que nous comptons pour exister. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Être postmoderne, c'est la question du jour que nous allons étudier avec le professeur Michel Maffezoli. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV Liberté. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne. J'allais dire que vous êtes sociologue, mais j'aurais pu dire aussi que vous êtes philosophe, mais j'ai l'impression que vous refusez l'un et l'autre terme. Comment dois-je vous qualifier ? Peu importe, vous savez, ma grand-mère disait fort justement, il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Donc, je n'ai pas envie d'être... J'étais professeur de sociologie jusqu'à peu, j'ai une formation avec Julien Freund à Strasbourg, aussi de philosophe. Voilà, je n'aime pas trop les catégorisations. En tout cas, je considère que mon travail, c'est ainsi que je l'ai pensé sur la longue durée, était justement de renifler les mutations en cours. Alors, professionnellement, j'étais sociologue. De fait, j'essaie, encore une fois, de penser les mutations. Alors, on va dire que vous êtes un penseur. Voilà, j'aime bien ce mot. Voilà. Alors, être postmoderne. Nous assistons à une période de grand basculement, de mutation de fond. Elle correspond à la fin des temps modernes qui se sont déroulés, vous le dites, du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Pour vous, il ne fait pas de doute que la modernité, elle est en train de prendre fin. Elle est... Si vous voulez, entre les époques, il y a toujours des périodes, hein, si on est dans la précision du terme. Une époque, ça dure 3, 4 siècles, il y a, suivant les interprétations des historiens ou des économistes qui peuvent là-dessus varier. Une période, c'est quelques décennies.
Et je considère que c'est vers la moitié du XXe siècle que s'achèvent ces temps modernes, mais il faut du temps pour s'en rendre compte. Si je fais image, vous voyez un peu comme les astrophysiciens nous disent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Bien, pour moi, c'est un peu cela. C'est-à-dire que, dans le fond, ce qui était la dimension attractive de la modernité, on en reparlera, j'en suis sûr, cela a cessé, mais on continue à voir des restes. Et c'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce qu'il faut considérer que ces temps modernes prennent fin comme une fin de queue de comète, ou est-ce qu'il y a des dates qui peuvent indiquer que ça s'est fait de manière assez abrupte, soit peut-être après la déflagration de la Seconde Guerre mondiale, après mai 68 en France? Est-ce qu'il y a une date qui pourrait indiquer, en cette année-là, les temps modernes ont pris fin? C'est toujours l'aspect un peu brutal ou brusque me paraît difficile. C'est difficile à dire cela. Mais enfin, cela dit, je vais tout de même vous donner une date, juste pour la discussion. Je crois que c'est 1950. 1950, quand s'élabore ce qui s'est appelé l'architecture postmoderniste. Roberto Venturi vient de mourir, et il avait publié en 1950 De l'ambiguïté en architecture, c'est-à-dire une architecture qui prenait le contre-pied, en quelque sorte, du Bauhaus, Le Corbusier, l'obscénité de nos HLM un peu partout en Europe et en France en particulier. Et dans ce postmodernisme architectural, il fait une espèce de patchwork, c'est-à-dire des constructions avec un peu de gothique, de roman, de baroque, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est pour la communauté italo-américaine, avec, dit-il, un processus d'anamnèse. Souviens-toi d'où tu viens. Ces citations, il va les prendre à Padoue, à Florence, à Venise, etc. Et voilà, pour moi, c'est 1950 qui est le premier signe clair, si vous voulez, de la fin de la modernité, c'est-à-dire de la fin de l'architecture minimaliste, purement rationnelle, qui était celle du Bauhaus ou celle de Le Corbusier. À peu près à la même époque, c'est le design. Le design, je dis, moi, c'est quand l'objet familier, on le garde, mais on le pare. Je dis, on rend belle la casserole. Et le design, d'une certaine manière, 1950 aussi, est une marque pour montrer qu'on n'est plus dans la simple fonctionnalité. Il y a une esthétisation de l'existence. Après, il y a les années 60, 64 Berkeley, 68 en Europe, les révoltes juvéniles, qui d'une certaine manière marquent bien que les grandes valeurs modernes ne marchent plus, en tout cas sont fatiguées, sont saturées. Ensuite, ça se perd un peu dans les sables, et je crois que c'est vers l'an 2000 que là, on se rend compte, encore une fois, que les grandes valeurs modernes n'ont plus l'attractivité qu'on continue à leur donner. Alors pour définir ces temps modernes, on les a définis par leur date, leur contour en termes de date. Est-ce qu'il y a un contour en termes de valeurs ou de principes? Vous évoquez, vous, un triptyque simple: individualisme, rationalisme et progressisme, c'est-à-dire foi en l'avenir. Oui. Ce sont ces trois notions qu'il faut retenir. Pour moi, on peut en trouver d'autres, mais pour moi, c'est vraiment le tripode moderne, c'est-à-dire le cogito ergo sum cartésien, je pense donc je suis. C'est ça la naissance de l'individualisme. À la même époque, c'est la réforme protestante, où la Bible est traduite en langue profane, tout chacun peut avoir l'accès à son Dieu sans, Gutenberg, la diffusion de la Bible, sans qu'il y ait une interprétation ecclésiastique ou d'un corps spécifique censé l'expliquer. Et puis, ce qui va devenir, au XIXe siècle, le mythe du progrès. Des bons penseurs ont montré que, dans le fond, le mythe du progrès, c'était rendre profane le messianisme judéo-chrétien. Voilà, pour moi, c'est ça le tripode qui a bien marqué, au travers, Michel Foucault l'a bien montré, toutes les institutions sociales s'élaborent sur cet individualisme, sur ce rationalisme, sur ce progressisme. Voilà. Et à mon avis, ce sont ces valeurs-là qui sont en train d'être saturées. Alors, ça, c'est important parce qu'en exergue de votre ouvrage, vous dénoncez ceux qui veulent ou qui ne veulent pas invoquer le dépassement de cette époque. Et vous dites, on préfère causer la bouche en cul de poule
je vous cite, de seconde modernité. Donc en fait, vous dites, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas dire qu'en 1950, ces temps modernes ont pris fin et que nous sommes encore sous une forme, peut-être encore une nouvelle fois, de queue de comète de ces temps modernes. Et ce qui porte crédit à leurs propos, c'est que les trois notions que vous évoquez pour définir ces temps modernes, elles existent toujours. L'individualisme est toujours forcené, le rationalisme est toujours là, et le progressisme, la foi en l'avenir avec l'intelligence artificielle, etc., sont encore très présents. Et donc, pourquoi dire que ces temps modernes auraient fini, sinon qu'il y a eu la casserole séparée, si vous me permettez de reprendre votre expression? Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, si vous je peux me permettre. Vous pouvez. Ou alors plus précisément, je vais nuancer mon désaccord. Je dirais qu'il y a actuellement quelque chose qui est grave, d'ailleurs, qui se manifeste de plus en plus, même politiquement, un désaccord entre la société officielle et la société officieuse. Et pour moi, les révoltes des peuples contemporains montrent bien que ce désaccord est fort et puissant. Mais la société officielle continue à rester sur le tripode qu'on a dit, c'est-à-dire l'individualisme, le progressisme et le rationalisme. La société officieuse, celle des jeunes générations, ils sont toujours en tribu, ils sont toujours en communauté, c'est-à-dire c'est plus de l'individualisme. On voit bien l'importance de l'émotionnel, deuxième élément, c'est plus simplement le rationalisme. On voit bien comment il y a l'attention au présent, et plus simplement le progrès, c'est-à-dire le futur. Vous voyez, voilà ma réponse, c'est-à-dire qu'il y a un vrai désaccord. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Machiavel montre bien comment, à certains moments, il y a un désaccord entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Bien, moi, je dirais que c'est le désaccord entre l'officiel et l'officieux. Et le peuple fait sécession. Les gens de mon âge, on se souvient de la sécession plébis. Et actuellement, je dirais, c'est le fait qu'au-delà des grandes valeurs officielles qui restent modernes, il y a un grouillement qui est en gestation, en particulier représenté chez les jeunes générations, mais qui ne se reconnaissent plus dans le tripode que l'on a dit depuis tout à l'heure. Alors, quels sont voilà, en ce sens que je considère, si vous voulez, que c'est un problème français, ça, vous voyez. La France a inventé la modernité, et du coup, l'intelligentsia, quand je dis intelligentsia, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, les universitaires, les politiques, les journalistes, restent sur ces grandes valeurs, encore une fois modernes, alors que c'est ailleurs qu'est en train de se passer la vraie vie, si je puis dire. Voilà mon propos, vous voyez. Et c'est amusant de voir que c'est en France qu'on a peur de parler de la postmodernité, pour une raison simple et légitime d'ailleurs, parce que c'est nous qui avons inventé la modernité. Quand je dis Descartes, la philosophie des Lumières, les grands systèmes sociaux du 19e, c'est dans ce canton du monde européen, et nommément en France, que cela s'est élaboré. Alors, je comprends bien. Donc nous sommes, et si je vous suis et suis votre pensée, dans une période de transition, une période intermédiaire qui annonce donc une autre époque. Il n'y a jamais eu de période intermédiaire qui dure. Elles ont amené une autre époque. Vous êtes d'accord sur ce constat? Alors, les caractéristiques de cette nouvelle époque, est-ce que vous arrivez à les définir? Oh, vous voyez, pour des raisons un peu de facilité, mon propos est de dire que, comment dire, moi j'aime pas cette idée de rupture et de fin de quelque chose. Je préfère employer un terme que j'utilise souvent dans mes livres, que j'emprunte au sociologue américain qui s'appelle Sorokin, qui est l'idée de saturation, c'est-à-dire les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, déstructuration, mais c'est avec ces mêmes molécules qu'il y a une autre composition. Alors, si j'applique cela à mon propos, je dirais que autant l'individualisme est en train de cesser, le je pense n'existe plus, je suis pensé par l'autre. À ce moment-là, on voit émerger plutôt l'idée, moi j'ai dit de communauté. À l'époque, j'avais écrit un livre, Le temps des tribus, pour montrer comment nos mégapoles, ça allait être les tribus sexuelles, religieuses, politiques, culturelles et tout à l'avenant. Vous voyez, alors, c'est pas simplement l'individualisme, il y a de fait du nous, premièrement. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus simplement la raison qui prédomine dans le rapport aux autres, dans le rapport au monde. Intéressant de voir ce mot émerger, qui n'est pas un mot français, émotionnel. C'est-à-dire, dans le fond, une ambiance qui fait que je suis toujours en contact avec l'autre, que je vibre les vibrations communes. En termes un peu plus savants, on appelle ça de la syntonie, c'est-à-dire, mais peu importe le mot, c'est-à-dire ces vibrations. Et troisièmement, c'est intéressant de voir comment ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin vont décliner à loisir le carpe diem, c'est-à-dire vivre aujourd'hui. Voilà mon tripode, vous voyez, voilà mon hypothèse, c'est-à-dire le nous, l'émotionnel, le présent.
Pour le meilleur et pour le pire. Hein. Vous êtes attaché au mot, je vous ai entendu dire ailleurs que les trois termes, mais qui se rejoignent, ne sont pas contradictoires. Et ce que vous dites, c'est le nomadisme, l'hédonisme et donc le tribalisme. Il n'y a aucune contradiction. Mais où je suis surpris, voire même inquiet, c'est que l'époque que vous nous annoncez va être une époque compliquée, même si elle est sur ce triptyque nomadisme, dont on voit bien, par exemple, par les migrations qui se font, les dangers que crée le nomadisme. On le voit bien pour l'hédonisme et on voit aussi sous quelques formes pour le tribalisme. Et en fait, dans l'ouvrage, vous semblez vous satisfaire pleinement de ce que d'aucuns regardent quand même, il faut bien le dire, avec crainte, stupeur et tremblement, pour reprendre un des termes qui sont dans l'ouvrage, mais ils ne sont pas de vous. Je vous ai entendu dire, par exemple, ce n'est pas dans le livre, mais je vous ai entendu dire, la décadence, elle a un rôle fécondant. Et là, je me suis dit que le choix du Caravage, qui nous rappelle la Renaissance, et vous voilà en train de prôner la décadence. Non, je ne prône pas la décadence. J'aime bien l'étymologie. Elle a quelque chose de fécondant. Oui. L'ensauvagement de la société, c'est fécondant. Ce que je veux dire, c'est que décadence, ça veut dire ce qui tombe, décadare. Et que quand on regarde sur la longue durée, on voit que chaque fois quand il y a de la décadence, il y a de la renaissance. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors, est-ce que c'est fécondant? Je dis, plutôt que de voir ce qui est un peu notre attitude habituelle, le verre à moitié vide, pourquoi ne pas le voir à moitié plein? C'est-à-dire, regardez par exemple comment sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, etc., il y a des nouvelles formes de générosité, des nouvelles formes de solidarité. Je prends un exemple. Le covoiturage, colocation, coworking, c'est le cum latin, c'est avec. Voilà par exemple quelque chose auquel on n'est pas attentif. Voyez, et moi j'essaie de montrer que je vois que, je dis toujours, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon, je vois du pire. Et dans les migrations, moi, je suis inquiet, à bien des égards, des formes d'envahissement. Je vois bien comment le fanatisme peut exister aussi. Vous voyez, dans la tribu, ça peut être les sectes, ça peut être le fanatisme. Vous voyez, je suis conscient de cela. En même temps, je dis, du moment qu'il y a ce changement, soyons-en conscients, essayons d'accompagner cela, pour que ça ne devienne pas pire. Pour que ça n'aboutisse pas dans le fanatisme, etc. Voyez mon propos, c'est puisque c'est là, non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, mais puisque c'est là, il faut savoir bien l'analyser pour l'accompagner. Walter Benjamin disait « Chaque époque rêve la suivante ». Accompagnons ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Voilà mon propos. Alors, on est bien d'accord, si la décadence a un rôle fécondant, il faut quand même ne pas... On a des difficultés à trouver des aspects positifs dans l'ensauvagement de la société, dans la marchandisation de l'être humain, du monde, ou même dans ce que Lorraine s'appelait la dévastation de l'environnement. Et ceci une difficulté. Voilà, ça, ce sont des signes qui n'ont rien de fécondant. J'entends, mais vous voyez, mon livre précédent s'appelait Écosophie. Et je montrais comment... J'ai voulu éviter le mot écologie, qui avait une connotation pas trop politique à mon goût, en particulier en France. Mais l'idée d'écosophie, et voilà ma réponse, c'est que de fait, il y a une sensibilité écosophique. Vous voyez, c'est-à-dire que certes, il y a la dévastation du monde, qui vient de cette belle idée cartésienne, l'homme maître et possesseur de la nature. Heidegger montre bien que cette domination qui a abouti à la dévastation. Donc moi, je suis conscient de cette dévastation. En même temps, je pense qu'il y a une sensibilité écosophique. Quand on regarde ces jeunes générations, moi quand je vois mes petits-enfants, je dirais instinctivement, éteindre l'électricité, ne pas laisser l'eau couler. Vous voyez, des petits trucs comme ça de rien du tout, qui ne sont pas dans mes habitudes, moi, en tant qu'adulte, mais je le vois comme ça se diffracter dans une forme de sensibilité. C'est ce qui ne me rend pas pessimiste. Voilà. Alors l'époque qui s'annonce, disons les termes justes. Vous la scrutez et vous cherchez bien évidemment à la comprendre. On a bien compris le triptyque qui s'annonce, nomadisme, tribalisme, hédonisme, voilà trois. Est-ce qu'il y a d'autres notions? Par exemple, les traditions, est-ce qu'elles ont encore leur place dans cette époque qui s'avance, qui s'annonce? Est-ce que le sacré
à sa place. Et je veux dire, le spirituel, parce que dans le sacré, vous y mettez un peu tout et n'importe quoi. Le spirituel a un petit peu moins de place. Et les racines, tout simplement, en fait. Voilà. Est-ce que les racines ont encore leur place dans l'époque qui s'annonce? Écoutez, ce qui restera de tout mon travail, c'est le titre de ma thèse d'État, qui s'intitule « L'enracinement dynamique ». Vous voyez? Et c'est un thème, un oxymore que j'utilise fréquemment et qui m'est cher. C'est-à-dire qu'on a voulu déraciner. Ça, c'est la modernité. Hein, c'est-à-dire, en quelque sorte, le dépassement des traditions. Et là, moi, je suis frappé de voir comment, restons encore sur cette idée, sans qu'ils en soient forcément conscients, ces jeunes générations deviennent de plus en plus traditionnelles. Vous voyez? Il y a retour du sacré. Il y a un retour de spirituel. C'est plus simplement la simple conception de la marchandisation, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Moi, je crois qu'au-delà du pur matérialisme, il y a un besoin de spirituel qui se manifeste. Pour moi, c'est ça, la postmodernité. Et mon prochain livre, d'ailleurs, va porter là-dessus la nostalgie du sacré. Voilà le titre de ce que j'annonce dans 1 ou 2 ans. Et je travaille actuellement sur ce retour, j'allais dire, presque forcené, si vous voulez. Avec une notion très large du sacré. Oui, oui. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans les églises, dans les stades. Oui, disons, j'utilise de plus en plus un terme qui n'est pas de moi, qui est de Jacques Maritain, ce philosophe catholique, et il disait le sacral. Donc je préfère employer ce mot sacral, c'est de la tradition allemande. Quand on veut accentuer quelque chose, quand Heidegger, pour montrer l'importance de l'histoire, dit historial, c'est cela. Quand mon maître Gilbert Durand dit imaginal, c'est pour montrer comment il y a une diffraction des images. Et moi, je reprends ce mot de Maritain en disant il y a ce sacré qui est sacral, dans le sens, vous voyez, un peu qui se diffuse, en effet, sans qu'on en soit conscient, dans les émotions sportives, dans les grands rassemblements musicaux, et aussi dans le ressurgissement, qu'on le veuille ou non, des formes très traditionnelles. Excusez-moi de vous le dire, il se trouve que je suis voisin de Saint-Nicolas du Chardonnay, et je me rends compte comment il y a là de la ferveur, si vous voulez, qui n'est pas simple, qui est très partagée par des jeunes générations. Vous voyez, voilà un peu pour moi ce que j'appelle le sacral, c'est-à-dire ce retour des formes traditionnelles que dans notre progressisme bené, notre progressisme dévastateur, on avait oublié et qui revient en force. Alors, cette époque, on commence à la dessiner. J'ai bien compris qu'elle n'est pas celle d'un suicide français, pour reprendre un terme d'un ouvrage qui a eu son succès. Est-ce qu'on peut la dater? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en mesure, ou ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre mission, de dire, on a démarré cette époque, elle va naître d'un événement X que vous connaissez ou que vous appréhendez, que vous ressentez? Non, mais on a toute une série, dans le sens simple du terme, d'indices, index, ce qui montre. Un indice pas négligeable, si je paraphrase et je tords un peu la formule de Ortega y Gasset, quand il parlait des révoltes des masses, moi je dis la révolte des peuples. Voilà, par exemple, et on le voit un peu partout. Moi, je rentre du Brésil, on voit bien comment cette révolte des peuples s'exprime. L'Italie, je discutais hier avec un de mes amis observateurs italiens, montre comment cela se passe. On est en train de le voir en France, à mon avis. Vous voyez, donc, voilà un indice. C'est-à-dire du fait que on ne se reconnaît plus dans les grandes valeurs établies, dans les grandes valeurs officielles. En même temps, vous voyez, mon propos, c'est de dire, plutôt que d'être toujours pessimiste, essayons de voir ce qu'il y a dans ce grouillement, dans ce fourmillement. Comprenez-moi, je ne considère pas que tous ces éléments-là soient positifs. Mais en même temps, il faut être attentif. Peut-être faut-il y voir là des formes, je répète les mots, de solidarité, de générosité, de souci du spirituel, ne plus perdre sa vie à la gagner. Le plan d'épargne-logement n'est plus un idéal de vie. Vous voyez, enfin, des quantités de petites choses comme ça, qui pour moi sont, encore une fois, je dis bien, des indices. Après, je suis incapable de répondre avec précision à vos propos. Je ne sais pas quand cela va s'exprimer, et on ne peut pas touiller dans les marmites de l'histoire. Mais en tout cas, notre travail, en tout cas moi, tel que j'ai compris le mien, c'est toujours de rassembler un peu ces indices, en faisceau.
Vous avez toujours prôné la sagesse populaire à travers vos ouvrages et vous avez évoqué souvent le clivage entre l'intelligentsia d'un côté et le peuple. Vous l'avez fait il y a un instant en société officielle et société officieuse, pensée du palais, pensée populaire. Mais alors là, dans cet ouvrage, vous avez quand même une phrase définitive pour l'intelligentsia dans laquelle vous mettez les médias. Vous dites « le peuple pue du cul ». Je l'ai retenu parce que, si vous voulez, ça sortait quand même un peu de l'ouvrage. C'est un peu grossier. Je le cite. Donc, le peuple pue du cul, je le recite, le retour et le recours au peuple comme fondement de la vie sociale, n'est-ce pas là la solution? Mais ça, est-ce que ce n'est pas, sous la forme où vous l'avez écrit, ce que l'on appelle du populisme? Oui, mais moi j'ai un peu peur de ce mot de populisme. Je trouve que c'est en ce sens que je parle, j'ai employé l'expression que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même un mépris fondamental vis-à-vis du peuple. Moi, il se trouve, je vais vous le dire simplement, je crois à cette sagesse populaire et quand je vais encore dans mon village, j'apprends énormément de mes voisins. Je suis du peuple, personnellement. Et donc, ce milieu m'est familier, si vous voulez. Et en discutant avec eux, en discutant avec mes voisins, en discutant avec mes amis d'enfance, eh bien, c'est peut-être tout cela que je cristallise dans mes livres. Donc, j'ai toujours un peu peur, c'est pour ça que j'ai employé cette formule un peu forte que vous venez de citer, c'est-à-dire, on va parler du populisme alors qu'il y a d'abord du peuple. Saint Thomas le dit, « omnis autoritas a populo », c'est-à-dire la vraie autorité vient du peuple. Et cela, toute la modernité l'a dans le fond évacué, nié, gauche et droite confondues d'ailleurs de ce point de vue. Voilà, donc c'est vrai que j'accentue cette idée du peuple et je crois que, en tout cas pour moi, c'est une constante. Alors, il y a un combattant contre le populisme, et il y a un combattant contre le nationalisme. C'est Emmanuel Macron. Il apparaît dans cet ouvrage par une postface d'Hélène Stroll, qui est une ancienne inspectrice générale honoraire des affaires sociales, ce qu'on appelle l'IGAS, et qui finalement se pose la question de savoir si Emmanuel Macron, c'est pas une icône du postmodernisme. Vous avez une réponse aussi encore très précise là-dessus. C'est pas une icône. Non, la question qu'on se pose, que Hélène Stroll se pose dans ce postface, icône ou fake, bon, pour reprendre cette expression, bon, j'aurais pu dire simulacre, enfin peu importe le terme si vous voulez. Et pourquoi parce que plusieurs fois, je ne vais pas donner le détail de cela, on a pu dire que Macron pouvait se reconnaître et se dire postmoderne. Voilà. C'est-à-dire que, de fait, il court-circuite les partis politiques, de fait, il a un autre discours, de fait, il est, d'une certaine manière, contre une forme d'intelligentsia, etc. Bon. Mais ce que Hélène Stroll montre bien, et nous avons souvent discuté là-dessus, elle et moi, ben, c'est que c'est un simulacre. C'est ça le fake. C'est-à-dire qu'il donne l'impression d'être postmoderne. De fait, il reste très étatique. De fait, c'est l'énarque absolu. De fait, c'est le centralisateur. De fait, c'est le rationalisme et tout à l'avenant. Et je dirais que l'actualité, dans le fond, actuellement, montre bien comment cette illusion qu'il a pu donner, c'est-à-dire d'être en phase, être postmoderne, c'est renifler l'air du temps, c'est d'être en phase avec cela. Bien comme cela n'était que pur théâtre. Je me souviens d'une émission où j'avais paraphrasé un passage de la République de Platon, disant que quand il y a une déliquescence des choses, c'est la théâtrocratie qui tente à dominer. Macron est le spécialiste, un théâtreux, voilà, c'est tout. Donc c'est en ce sens qu'on emploie cette expression de fake pour montrer qu'il reste dans la théâtralité, mais qu'il n'y a rien de sérieux derrière. S'il n'est pas le représentant du Nouveau Monde, il est le représentant de l'Ancien Monde, il sera balayé. Je le pense, enfin en tout cas ça c'est pas mon propos, je peux pas aller jusque-là, mais à mon sens, il y a eu une caricature qui est parue ces derniers temps sur les réseaux où on voyait le président Macron en petit enfant dans les bras de celui qui l'avait précédé, Hollande, et moi j'avais diffusé cela en disant voilà c'est un fake de la postmodernité, c'est l'enfant naturel de la modernité. Voilà. Et donc, de fait, sera-t-il ou pas qu'est-ce que vous venez de dire, balayé c'est pas impossible. Et dernière question, parce que vous avez fait de la politique dans cet ouvrage,
quelle est la notion que vous considérez comme essentielle pour celui qui suivra Emmanuel Macron, quel qu'il soit, ou si Emmanuel Macron comprend la leçon, qu'est-ce qu'il doit retenir pour l'avenir? C'est-à-dire comment il faut aborder cette prochaine époque, on l'a compris, sans pessimisme, en tenant compte des petits aspects positifs, mais au-delà de cela, qu'est-ce qui va être l'essentiel? L'enracinement? Alors pour moi, c'est la tradition. C'est l'enracinement, cet enracinement dynamique, hein, je maintiens cet oxymore, cet enracinement dynamique. La plante humaine, si vous voulez, comme toute plante, a besoin de racines pour croître, pour qu'il y ait l'autorité. Et deux autres éléments pour moi importants, c'est l'émergence au-delà de ce pseudo-communautarisme, de ce que j'appelle pour ma part l'idéal communautaire, en gestation, avec difficulté, c'est vrai. Et puis, cette dimension qui faisait que nous pensions tous sur la verticalité, et qu'il va falloir maintenant, Internet aidant, être attentif à l'horizontalité. Voilà pour moi les éléments importants. Racine, en effet, horizontalité, et puis quelque chose qui, à bien des égards, redonne de l'autorité. Merci pour la grande clarté de ce propos. On retrouve l'essentiel de cette pensée dans Être postmoderne. Merci, professeur. Merci beaucoup.